Bienvenue à Bienvenue à cette, cette, euh, euh, bienvenue à bienvenue à cette cette table table ronde. ronde. Je Je me me présente, présente, je je suis suis Hissène Hissène Soukem, Soukem, je je suis suis chercheur à chercheur à l'Institut de l'Institut de recherche recherche d'Hydro-Québec d'Hydro-Québec et je et je suis suis également également professeur professeur associé à associé à l'École l'École polytechnique polytechnique de de Montréal. Montréal. Je vais commencer cette table ronde avec une mise en contexte pour que nous ayons tous et toutes une compréhension commune des différents termes qui seront utilisés tout au long de la session. Comme premier point, j'aimerais bien définir ce qu'on appelle des ressources énergétiques distribuées. La terminologie utilisée en anglais, c'est DERs, Distributed Energy Resources. Ce sont des ressources généralement de petite taille qui sont situées totalement au niveau du réseau de distribution. Quand on parle de petite taille, ça peut varier entre 1 kilowatt, ça peut aller de l'ordre des kilowatts jusqu'à 2 mégawatts, dépendamment de la juridiction, on a des limites. Ce sont des ressources qui sont vraiment proches des charges qu'elles vont desservir et on peut les utiliser tant comme source de production ou comme moyen pour contrôler la charge sur le réseau. Quand on va parler de marché réglementé ou marché régulé, ce sont des systèmes où la production, la distribution et la vente d'électricité vont être vraiment soumises à des règles strictes pour garantir une certaine fiabilité, efficacité et équité au niveau de la gestion. Donc, on va avoir des tarifs qui sont régulés. Ce qu'on appelle par tarif régulé, c'est qu'on va protéger les différents consommateurs pour qu'il n'y ait pas des prix excessifs. Donc, il va y avoir évidemment une autorité de régulation qui sera mise en place. On va avoir beaucoup d'équité et de transparence. Donc, les règles vont être les mêmes pour tous. Et on va garantir en tout temps une certaine fiabilité du réseau en imposant des règles vraiment strictes. Donc, un terme qui revient souvent dans les marchés régulés ou réglementés, c'est la présence d'un régulateur. Au Québec, par exemple, c'est un marché qui est régulé. Quand on va parler de marché dérégulé ou déréglementé, on va diminuer les contrôles gouvernementaux et on va augmenter la concurrence. Il y aura encore des règles, mais elles seront plus souples. Donc là, les différents on aura plusieurs fournisseurs sur le marché. L'utilisateur final pourra faire ses choix. Avec cet accès libéralisé-là, les règles vont être évidemment moins strictes. Comme exemple, en Californie, la production et la commercialisation font partie justement de ce marché dérégulé-là. Quand on va parler de carboneutralité, ce que l'on entend par là, c'est une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre vont être compensées par une démarche quelconque. Ça peut être des politiques que l'on met en place, ça peut être des technologies qu'on utilise à cette fin. Et la transition énergétique, pour nous, ça va être le passage d'un système énergétique qui est essentiellement fondé sur des énergies fossiles et polluantes à un système qui va être fondé de référence sur des énergies renouvelables et qui sont moins polluantes. Pour vous mettre un petit peu en contexte également, plus de 120 pays se sont donnés comme objectif d'atteindre ce qu'on appelle la carboneutralité d'ici 2050. Donc, cet objectif-là fait partie des efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si nous prenons l'exemple du Canada, donc l'objectif est de réduire à l'horizon 2050 euh, de 45%, de 40 à 45% les niveaux de CO2 qu'on avait observés en 2005, de l'avoir d'ici 2030 pour qu'on ait la carboneutralité à l'horizon 2050. Donc, ce qu'on peut voir ici pour le Canada, ils ont ajouté ce qu'on appelle un jalon intermédiaire qui vont leur permettre d'atteindre cet objectif-là. Pour cela, des stratégies ont été mises en place. Premièrement, on va adopter beaucoup plus d'énergie renouvelable. On va essayer de capturer et de stocker le carbone. On va mettre en place également des réglementations en lien avec les émissions dans les secteurs clés. Aux États-Unis, même façon de travailler, on donne des objectifs dans les jalons intermédiaires à l'horizon 2030 où on veut diminuer de 50 à 52% les niveaux d'émissions d'ici 2030 avec évidemment l'objectif ultime qui est d'atteindre cette carboneutralité-là d'ici 2050. Pour y arriver, ils pensent investir beaucoup dans les infrastructures vertes et les technologies propres. Ils vont promouvoir beaucoup l'utilisation des véhicules électriques. Au niveau de la Chine, eux autres, ils se sont placés de préférence en 2060 pour atteindre cette carboneutralité-là. Donc, pour cela, comme jalon, ils se donnent de diminuer le pic des émissions de CO2 prévu avant 2030.
Comment ils vont s'y prendre? De un, ils vont mettre de plus en plus d'énergie renouvelable sur leur réseau. Ils vont améliorer l'efficacité énergétique et ils vont aussi travailler sur des technologies pour pouvoir capturer et stocker le carbone. Et les pays de l'Union européenne, eux autres, se sont dit, d'ici 2030, ils veulent diminuer de 55% le, de 55% leur émission de GES à comparer à 1990 et à l'horizon 2050, ils veulent être vraiment le premier continent carboneutre. Pour cela, ils vont investir massivement dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables et dans la mobilité durable. Avec tous ces changements-là, on va observer vraiment un changement au niveau, ce qu'on appelle un paradigme, au niveau de la planification et de l'exploitation des réseaux électriques. Avant, on avait des réseaux qui étaient vraiment top-down, comme vous pouvez le voir à gauche sur la figure ici à gauche. Donc, où on avait des systèmes de génération qui passaient par des systèmes de transport et de distribution pour desservir le client final. Maintenant, nous avons un réseau qui est vraiment bidirectionnel, où tous les différents acteurs communiquent entre eux. Les réseaux actuels sont dominés par des générateurs synchrones qui sont directement reliés au réseau. Donc, on a une contribution massive à l'inertie du réseau. Avec les réseaux du futur, ce qu'on va observer, c'est une diminution de ces productions conventionnelles où on va avoir de moins en moins de générateurs. On va avoir, dans les réseaux actuels, ils sont connectés, les productions sont connectées via des convertisseurs. On a peu de sources qui sont connectées via des convertisseurs, alors que dans le futur, on s'attend à avoir, avec toute cette pénétration d'énergie renouvelable, de plus en plus d'électronique de puissance sur le réseau. La production actuelle, vu qu'elle est centralisée à une place, elle est très déterministe, alors que dans le temps, ça va être des productions vraiment variables et intermittentes. Donc, on va passer vraiment d'un marché centralisé à un marché où on va être vraiment décentralisé, où on va ignorer un petit peu toutes les frontières que l'on a au niveau de l'exploitation du réseau électrique. Pour pouvoir alimenter la discussion ce matin, on a un panel qui est composé de plusieurs experts. Donc, malheureusement, Dr. Enish Oussedik a dû annuler sa participation à cause des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. Dr. de Montigny a accepté de la remplacer au pied levé pour nous présenter un petit peu des avenues scientifiques que l'on peut explorer pour se préparer aux impacts de la transition énergétique sur les plans de la défense des réseaux électriques et pour profiter des nouvelles opportunités. Dr. de Montigny, il est chercheur au Centre de recherche d'Hydro-Québec. Ses domaines d'intérêt sont les algorithmes de simulation des processus de conduite de réseau de transport, la conception d'outils de planification du réseau de transport et les études d'impact sur le réseau de ressources énergétiques décentralisées et des énergies renouvelables variables. Par la suite, Dr. Knuckles nous partagera ses expériences sur les modèles d'affaires qui sont reliés au déploiement des DERs et comment Haïti pourrait en bénéficier. Dr. Knuckles est spécialiste senior en énergie de la Banque mondiale basée à Nairobi. Depuis plus de 10 ans, il soutient les investissements de la Banque mondiale dans les mini-réseaux et l'électrification hors réseau dans plus d'une douzaine de pays. Son portefeuille actuel comprend des projets d'accès à l'énergie en République démocratique du Congo et à Madagascar, ainsi qu'un programme de financement régional d'accès à l'énergie couvrant 22 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Finalement, Dr. Calixte abordera sa vision de cadre réglementaire pour les réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables, lequel cadre devrait encourager la flexibilité, l'innovation technologique, la tarification et dans certains cas des échanges avec des pays voisins. Dr. Calixte, pour sa part, est doyen de la faculté des sciences de génie et de l'architecture de l'Université Quisqueya. Il est également vice-recteur aux affaires académiques au sein de la même université. Il a également été nommé par décret présidentiel directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie en Haïti, ANARCE. En tant que régulateur, il travaille sur la réforme du secteur de l'énergie en Haïti pour accroître l'accès à l'énergie avec la participation du secteur privé. Moi, je jouerai modestement le rôle de modérateur pendant cette causerie ouverte. Messieurs, vous aurez chacun une dizaine de minutes pour votre présentation. Les questions du public seront les bienvenues dans le Q&A. Je répète encore une fois, dans le Q&A pour que je puisse les formuler pour la salle. Donc, je laisse la parole à Dr. de Montigny pour votre présentation. Oui, bonjour à tous. Je vais partager
mon écran. OK, donc je vais vous parler de l'impact de la transition énergétique sur les plans de défense. Je vais juste mettre un petit chrono comme sécurité. Des réseaux électriques. Donc, cette présentation a été préparée par Dr. Ilish, comme Lucien a dit. Moi, je vais présenter. Donc, je vais commencer avec une petite introduction pour vous informer ou vous rappeler c'est quoi un plan de défense et des automatismes de réseau. Je vais parler très brièvement de l'évolution du réseau et je vais aller rapidement aussi sur les différents impacts de la transition énergétique sur la fiabilité et la sécurité des réseaux électriques. Puis je vais finir avec les avenues scientifiques. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour se préparer à tout ça? Donc, premièrement, un plan de défense, bon, c'est quelque chose qui est requis pour maintenir la fiabilité et la sécurité du réseau suite à des défauts sévères. Par défaut sévère, je parle pas du N-1 où on perd une ligne seulement, mais par exemple, on perd 3 lignes, on perd un poste important, un poste stratégique où il y a beaucoup de lignes qui arrivent, des lignes 735 surtout. Je parle vraiment du réseau bulk. Ça regroupe l'ensemble des actions automatiques qui sont requises afin de limiter l'impact des défauts sévères sur le réseau. Donc, on veut pas qu'il y ait une panne générale, c'est sûr. On veut pas qu'il y ait une propagation d'événements en cascade. On veut pas qu'il y ait un effondrement de la tension, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intervention qui sont automatiques. Pourquoi automatiques? Parce que l'humain est pas assez rapide. Ça peut pas être juste une alerte. Puis là, le répartiteur, il dit, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Non, il est trop tard. C'est un dixième de seconde, ben, ça dépend des automatismes, mais c'est de l'ordre de ça. Là. En une fraction de seconde, il faut qu'il y ait eu observation et décision, action. Donc, c'est rapide. C'est la barrière ultime pour limiter les impacts des défauts sévères sur la fiabilité du réseau. Et c'est ça. Donc, c'est appelé en anglais là, le Special Protection Scheme ou Remedial Action Scheme. Donc, c'est les automatismes de réseau. Et leurs actions, bien sûr, augmentent avec la sévérité des événements. Donc, ça, j'ai pas mal dit ça. Il y a plusieurs critères. Il y a 4 critères principaux quand on fait un automatisme de réseau. Donc, premièrement, fiabilité. Il faut toujours détecter l'anomalie pour laquelle l'automatisme a été créé. La rapidité, j'ai déjà dit, donc une fraction de seconde. Et après, c'est trop tard. Donc, soit c'est le prochain niveau d'automatisme ou sinon c'est la panne. C'est vraiment et il y a la sécurité aussi. Et faut pas qu'il y ait des fausses détections parce que ça pourrait créer un problème plus gros que le premier problème qui est survenu ou qui n'est pas survenu, et qui aurait pu survenir. Mais là, si on fait une fausse détection, ça crée un problème. Donc, c'est important. Et la sélectivité aussi. Un automatisme a une zone d'action. Par exemple, s'il y a un automatisme qui est créé pour une région, le réseau, mettons, il y a l'Est et l'Ouest, s'il est fait pour l'Ouest, puis il arrive un problème dans l'Est, mais c'est hors de sa zone d'action, donc il ne doit pas agir, par exemple. Donc, les conséquences du non-respect, bien sûr, ça va aller jusqu'à la panne, des diminutions de continuité de service de clients qui n'auraient pas dû être affectés, ou des bris d'équipement, qui est encore plus grave, parce que si tu veux remettre le réseau, il faut que les équipements soient corrects. Donc, voilà. Très rapidement, ça c'est différent les différents automatismes qu'il y a dans le réseau d'Hydro-Québec, dans le plan de défense hydro. Donc, il y a du délestage sous fréquence, du délestage de charge pour maintenir la fréquence. Il y a le BAIS, c'est une manœuvre automatisée d'inductance shunt. Donc, c'est pour maintenir la tension du 735 kV, la très haute tension, dans les limites acceptables. Donc, par des enclenchements et déclenchements d'inductance shunt. Il y a du télédélestage sous tension aussi, qui est du délestage de charge, mais pour une autre raison que la fréquence. Il y a le commande globale et locale des compensateurs, qui permet d'éviter les effondrements de tension dans la boucle de Montréal, parce que il
il y a de la ressource de réactifs qui sont plus dans le nord. Donc, changer ces consignes-là, ça permet d'écouler la puissance réactive pour supporter la tension plus bas. Et, le rejet de production est les délestages de charge. Quand on perd des lignes, parfois, il faut enlever de la production et de la charge. Donc, pour préserver la stabilité du réseau. Et finalement, la dernière ligne de défense, quand que la panne ne peut plus être évitée, c'est la solution permanente de séparation de réseau, la SPSR, là, qui va protéger les équipements contre les surtensions pour qu'on soit capable de ramener le réseau le plus vite possible. Voilà. Donc, en général, quand pourquoi on fait un nouvel automatisme? Le réseau, lui, il évolue. Donc, la charge augmente, tout évolue. Il y a des ajouts de nouvelles centrales ou des augmentations de puissance de ces centrales, des centrales existantes. Il y a de la transition numérique, de transition énergétique, donc des nouvelles éoliennes, du solaire, des batteries, tout ça. Donc, le planificateur, lui, il se pose la question, quels sont les impacts de tous ces changements-là sur la fiabilité du réseau? Parce qu'il faut la maintenir, cette fiabilité. Et puis, est-ce que les performances du plan de défense actuel sont maintenues dans le réseau du futur? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut adapter un automatisme ou est-ce qu'il faut faire un nouvel automatisme? Est-ce que les critères de conception du réseau sont satisfaits? Donc, c'est leur job. Là, rapidement, je passe sur les différents impacts qu'on va voir dans le futur avec ce qui s'en vient, dans les différents scénarios, là, par exemple avec l'éolien ou ce que je viens de nommer. Donc, ce qu'on constate avec certains réseaux du futur, c'est que il y a un impact sur l'inertie du réseau. On s'en va vers une diminution de l'inertie parce qu'on remplace des générateurs synchrones conventionnels par des sources d'énergie renouvelables. Et donc, le réseau devient plus vulnérable en présence de défauts. C'est des exemples de typiques puisqu'on augmente à un moment donné, pour un scénario donné, si on remplace des générateurs conventionnels par des sources qui ont des inerties beaucoup plus basses. À un moment donné, pour un même scénario, on atteint une instabilité là, plus rapidement. Ensuite, le comportement de la fréquence aussi va être affecté. Premièrement, quand il y a une perte de production ou un rejet de production, un ou l'autre, ce qu'on voit, c'est une réponse en fréquence avec une diminution de la fréquence. On atteint un minimum qui est le nadir et ensuite on rétablit. Ce nadir-là, quand on va avoir une inertie plus faible, le nadir va être beaucoup plus creux. Et en plus, il y a quelque chose qu'on appelle le ROCOF, le Rate of Change of Frequency, et ça va être plus abrupt. Donc, quand on a du délestage de charge, du DSF, par exemple, il y a deux seuils il y a deux types de seuils de déclenchement de ça. Il y a le nadir, qu'est-ce qu'on atteint comme fréquence, comme sous-fréquence, mais il y a aussi le seuil de ROCOF. Donc, les deux vont être affectés. Je passe rapidement. Ensuite, il y a des nouveaux modes oscillatoires qui vont apparaître, par exemple des sous-synchrones ou des harmoniques. Puis ça peut vraiment faire des dysfonctionnements des systèmes de commande, de protection et des grands automatismes de réseau. Ça peut même faire des bris d'équipement. Ensuite, côté protection, les dispositifs d'électronique de puissance ont un courant de court-circuit qui est faible. Donc ça peut faire des mauvais fonctionnements des dispositifs de protection. Ensuite, côté stabilité transitoire, il y a un peu on constate une diminution de la stabilité transitoire. Donc, dans certains contextes où il y a des ressources avec moins d'inertie. Et bien sûr, les stabilités angulaires de fréquence et de tension, qui sont actuellement surveillées, ça peut s'aggraver, mais il y a aussi des nouveaux problèmes de stabilité qui peuvent survenir. Donc, par exemple, des stabilités de résonance. On voit un phénomène de résonance qui reste, ou encore des stabilités qu'ils appellent pilotées par le convertisseur. Donc, toutes ces sources d'énergie-là qui ont des convertisseurs, il faut absolument éviter les mauvaises interactions entre ces différents dispositifs, qui peuvent être partout dans le réseau, mais aussi, il faut éviter les mauvaises interactions entre ces dispositifs-là puis les centrales conventionnelles. Donc, c'est émergent là, comme problématique.
Donc, les avenues scientifiques, ce qu'on a en gros, donc il faut travailler sur l'amélioration de l'inertie du réseau et l'amélioration de la réponse en fréquence. Ça prend peut-être des nouveaux moyens d'attaquer, parce qu'on peut plus compter seulement sur les centrales conventionnelles. Peut-être il faut surveiller ça. Peut-être optimiser des régulateurs en conséquence. Ou faut améliorer la performance des plans de défense. Donc, par exemple, si on parle d'îlotage, mais quand on ouvre, et s'il y a des sources de production chez le consommateur, mais là, faut s'assurer que c'est sécuritaire pour ceux qui vont jouer dans le réseau, etc. Donc, il y a c'est ça, j'en ai parlé, minimisation des interactions néfastes entre les dispositifs d'électronique de puissance. La qualité de l'onde, il faut améliorer la qualité de l'onde ou du moins faire attention, maintenir la qualité de l'onde pour s'assurer qu'il n'y ait pas des mauvais fonctionnements des différents systèmes. Il faut améliorer la contrôlabilité, la stabilité et la fiabilité. Donc, s'assurer qu'il faut identifier les signaux de commande qui sont le plus les signaux de commande et les signaux de mesure qui sont les plus efficaces pour répondre aux besoins. C'est pas toujours trivial, en fait, ça l'est rarement. Et c'est un prérequis là, pour tout le reste. Et aussi, il faut explorer des nouvelles techniques d'optimisation, peut-être plus dans la commande robuste, commande optimale, et des bons filtrages performants. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc voilà. Et aussi, on avait mis ajout de support en réactif, ça fait longtemps là, surtout dans le contexte d'Hydro-Québec, c'est un enjeu qui est quand même particulièrement important. Donc c'est voilà, j'ai fini mon survol. Merci. Je sais pas si vous avez des questions. Merci, docteur de Montigny. Donc, on va passer avec docteur Knuckles, puis on prendra les questions par la suite ensemble. Et merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comme était présenté, moi je m'appelle James Knuckles, je suis spécialiste principal en énergie de la Banque mondiale basée à Nairobi. Je vais partager mon écran et je vais porter une perspective un peu différente en comparaison avec celle qui vient d'être présentée. Layout. OK, share. On va essayer. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, oui, très bien. Les slides? Oui, très bien. OK, super. Bon, alors, moi, je travaille du côté de la Banque mondiale principalement pour soutenir les projets de l'accès à l'énergie. Donc, cela veut dire que on a beaucoup de projets, beaucoup d'investissements dans des pays à faible revenu où se trouvent beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, à l'électricité ou bien la cuisson propre ou l'éclairage ou n'importe quelle énergie moderne. En Afrique, par exemple, je crois que plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Et moi, j'occupe des solutions provenant du secteur privé pour accélérer l'accès à l'énergie dans ces pays à travers les projets, les programmes soutenus par la Banque mondiale. Comme vous savez, ou peut-être pas, la Banque mondiale ne donne pas de l'argent directement aux entreprises. Nous travaillons directement avec les gouvernements et nous les aidons avec la mise en œuvre des projets. Donc, avec ce petit contexte, je lance dans la présentation avec 3 ou 4 petites slides et puis je suis toujours disponible pour la discussion après.
OK. Pour nous, qu'est-ce que veut dire le Distributed Renewable Energy? Pour nous, cela veut dire plusieurs technologies qui portent l'énergie moderne, abordable et de bonne qualité aux personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce sont des mini-réseaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont aussi des systèmes solaires domestiques, donc des kits solaires et même les lampadaires solaires. Il y a aussi la cuisson propre, telle que la cuisson électrique, la cuisson efficace, les cuiseurs solaires. Il y a aussi l'électrification des institutions publiques, par exemple les centres de santé rurales, les écoles, les infrastructures du gouvernement local. Et beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas une connexion au réseau national parce que le réseau national n'arrive pas à desservir ces zones. Nous travaillons aussi avec la e-mobility, la mobilité électrique. Cela veut dire les motos, les bus, même les bicyclettes électriques. Et bien sûr, non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones périurbaines et aussi rurales, pour donner plus d'accès au marché régional, marché économique, aux petites commerçantes à travers un véhicule électrique. Il y a aussi beaucoup d'investissements et beaucoup de soutien pour les usages productifs d'électricité. Et cela veut dire vraiment comment on peut accélérer non seulement l'accès à l'énergie, mais le développement durable d'une communauté, d'une ménage, d'une maison et d'un pays à travers l'usage productif de l'électricité. Donc, pour nous, côté de la Banque mondiale, le Distributed Renewable Energy touche toutes ces technologies avec des différents modèles d'affaires pour chacun. C'est un marché très, très important, surtout dans l'Afrique subsaharienne. Nous avons fait une petite étude récemment, juste pour voir combien d'entreprises travaillent actuellement en Afrique dans ce secteur. Et nous avons trouvé presque 1000 entreprises qui sont déjà actives dans les domaines de mini-réseaux, systèmes domestiques solaires, e-mobility, etc., qui servent déjà plus de 200 millions de personnes en Afrique, presque. Donc, c'est déjà un marché très, très important dans un continent qui a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, pour nous, étant une barrière de fonds, un partenaire de développement, la question est comment on peut soutenir ces entreprises à desservir plus de personnes la plus rapide possible. Et pour nous, c'est toujours une question de financement. Donc, cela veut dire les capitaux propres avec la dette, avec un financement, les subventions basées sur les résultats, et aussi, si possible, les garantir avec l'assistance technique. C'est un package complet qui peut déclencher l'accélération de l'accès à l'énergie pour les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à travers une approche soutenue par le secteur privé. Et on a d'expérience déjà qui fait la preuve que cette approche basée sur une forte participation du secteur privé peut mener des résultats très, très importants. Au Nigeria, par exemple, on a lancé il y a quelques ans
un programme de financement des subventions basées sur les résultats. Au début du programme, il y avait presque 5 000 ou 3 000 connexions, branchements, maisons desservies chaque mois. Au bout de 2 ans et presque 3 ans, nous sommes arrivés à 90 000 connexions par mois. Donc, c'est pas annuel, c'est par mois, dans un seul pays. Donc, je voulais juste montrer l'expérience qui fait le preuve de cette approche. Cependant, il y a toujours pas mal de défis quand on travaille dans des pays où se trouvent beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a un cadre, souvent il y a un cadre juridique et réglementaire qui empêche le taux de déploiement le rythme de déploiement de ces technologies. Il y a toujours un manque de financement. Le coût de beaucoup de ces technologies est assez élevé et la disponibilité pour payer pour ces technologies est très faible dans les bénéficiaires. Donc, comment on peut faire le pont entre les coûts réels et la capacité de payer? Il y a aussi toujours, presque toujours, une manque de capacité institutionnelle. Quand on travaille avec beaucoup de gouvernements, on constate qu'il faut élargir l'équipe, il faut soutenir l'équipe qui gère ces projets avec l'assistance technique et tout ça. Et ça fait partie toujours de nos projets. Il y a, comme était expliqué tout à l'heure, cette question de l'intégration au réseau, même non seulement les problèmes techniques, mais aussi les problèmes économiques. Par exemple, si le réseau principal arrive dans une zone desservie par un mini-réseau, quelles sont les options pour le mini-réseau d'être économiquement viable avec l'arrivée du réseau principal. Et aussi, ce sont des technologies nouvelles pour les consommateurs, donc il faut toujours avoir des campagnes de sensibilisation. Et ce sont des technologies qui requièrent maintenance et soutien après-vente, bien sûr. Donc, cela veut dire qu'il faut avoir un secteur privé local qui peut garantir un service pour le long terme. Dernière slide, quand je pense à l'Haïti, je vois quelques opportunités pour améliorer les possibilités pour le secteur privé pour avancer rapidement à desservir plus de personnes. Des réformes juridiques, des mécanismes de financement ciblés qui peuvent vraiment déclencher les projets, le renforcement des capacités pour les différentes entités gouvernementales, une possibilité de positionner le Distributed Renewable Energy comme un outil pour renforcer la résilience face au changement climatique. Et une dernière suggestion, une dernière recommandation que nous avons, côté de la banque, que nous avons mise en œuvre ici à Nairobi il y a quelques semaines, c'est de créer un hub, un pôle pour ces technologies, pour vraiment comprendre le statut du secteur et comment on peut les aider à accélérer leurs services. Le dernier point, c'est un point qui pour moi, c'est l'essentiel. C'est que ces entreprises qui fournissent ces produits, ces services,
sont par définition des entreprises sociales. Ils ont deux buts. Le but existe économique dans une manière économiquement viable et le but de fournir l'électricité aux personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui. Donc, si nous pouvons libérer leur potentiel, nous pouvons accélérer l'accès à des services énergie propres et abordables et fiables. OK, merci. Merci, Dr. Knuckles. Donc, on enchaîne avec Dr. Calixte. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on me reçoit bien. Oui, très bien. Merci. Je remercie les deux intervenants d'avoir pris exactement 10 minutes. Donc, ce qui me permettra de prendre beaucoup plus, parce que ce sera difficile pour moi de circonscrire ma présentation à l'intérieur de 10 minutes. Et puisque je vais en profiter aussi pour dire ce qu'on fait aussi en Haïti. Donc, cela me permettra d'ajouter des éléments de contexte au cours de notre présentation. Voilà, et le plan de ma présentation, quelques statistiques, les défis que l'on rencontre dans le secteur de l'énergie en Haïti, quels sont les acteurs et le système de gouvernance qu'on a, quelle est la mission de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, quelle est la stratégie d'électrification qui est en cours de réalisation au niveau du gouvernement, et le potentiel en énergie renouvelable du pays, la répartition des réseaux à travers le pays, des réseaux régionaux, des mini-réseaux, et le cadre réglementaire, et quelles sont les mesures clés et comme éléments de réflexion pour mettre un cadre réglementaire pour booster l'intégration des énergies renouvelables en Haïti. Quelques statistiques au niveau de la région, le taux d'électrification en Amérique latine, aussi autour de 97%. Environ 20 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans la région Amérique latine et caribéenne. Le taux d'accès à l'électricité dominicaine est presque à 100%. J'ai fait exprès, je sais que ce n'est pas à 100%, mais on est presque à 100%. Il y a des auteurs, des rapports qui montrent qu'ils sont dans une fourchette de 95 à 98%. Et pour nous autres en Haïti, on a plus de 7 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc on voit que notre poids est extrêmement important et dans la région Amérique latine et caribéenne, sur 20 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans la région, 7 millions se retrouvent en Haïti. Quelques statistiques en Haïti, le taux d'accès est autour de 35%, donc sur 100 Haïtiens, on pense que 35 ont accès à l'électricité. Évidemment, dans ce chiffre, on met aussi les personnes qui voient l'électricité 3 jours pendant l'année, pendant les fêtes champêtres, pendant que le Premier ministre arrive sur site, et peut-être le 24 décembre. Donc, ces gens sont inclus dans ce taux de 35% qu'on mentionne ici. Selon les données des premiers jours du mois de novembre 2024, quand on regarde la puissance installée au niveau du réseau métropolitain de Port-au-Prince, qui est autour de 249, je parle de puissance installée, cette semaine, pendant les premiers jours du mois de septembre, on avait uniquement 80 MW disponibles sur 249 installés. Et quand je parle d'installés, évidemment, nous comptons les moteurs qui sont là mais qui ne marchent pas. Et pour les villes de province, la situation est beaucoup plus grave. Pour le mois de juillet, on était autour d'une production totale de 6 MW, dont la concentration vraiment pour les 6 MW, c'est presque le réseau de Caracol dans le nord-est. Quels sont les principaux défis qu'on peut énumérer dans le secteur de l'électrique haïtien? Donc, je viens de le dire, un faible accès à l'électricité. La zone métropolitaine de Port-au-Prince a une demande d'environ 500 MW, alors que la puissance disponible est de 60 MW. Donc, on voit qu'il y a un écart terrible. Évidemment, et c'est toujours un débat pour ces 500 MW. Dans ce chiffre-là, on tient compte effectivement de la puissance qui est installée en autoproduction. Et la production d'électricité se fait principalement via le diesel, et le fioul lourd, le mazout,
Donc, on sait que ça va entraîner des coûts de production extrêmement élevés avec les coûts, avec le coût des produits pétroliers qui augmentent sur le marché international. L'instabilité politique, ça on l'a vécu, on l'a vu, l'instabilité politique et la violence des gangs ont eu un impact majeur sur le déploiement des projets énergétiques en Haïti. Et on peut mentionner aussi le profil risque pays. Donc, on a vu, et mes premiers moments, mes premières années à la NACE me montrent clairement qu'il est extrêmement difficile d'attirer les investissements privés dans le secteur. Acteurs et gouvernance, au niveau, on a le ministère des Travaux publics et Transports et Communications qui assure la gestion du secteur de l'énergie avec l'appui technique de la cellule énergie. Ensuite, des mines et de l'énergie. Ce bureau se concentre principalement sur l'énergie de la biomasse. Donc, je prends uniquement l'aspect énergie. Donc, je laisse de côté l'aspect mine. Pour l'aspect énergie, c'est un bureau qui se concentre principalement sur l'énergie de la biomasse. Et vous avez un opérateur public, l'opérateur historique, qui est l'électricité d'Haïti, qui est une compagnie d'électricité publique qui fournit de l'électricité dans les principales villes d'Haïti. Et vous avez des mini-réseaux qui sont opérés par Énergie Propre, Sigora et la coopérative d'électricité de l'arrondissement de Koto. Tout à l'heure, on vient d'avoir une présentation du mini-réseau de Les Anglais au niveau avec Énergie Propre. Et vous avez l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie dont je suis le premier et directeur général. Je vais quand même, en 2016, il y a eu un événement majeur en Haïti avec la publication de 3 décrets donc il y a un nouveau cadre juridique réglementaire. Donc il y avait un décret qui régit le secteur de l'énergie, un autre qui crée l'autorité de régulation, la NANCE, et un troisième qui va recréer l'électricité d'État d'Haïti parce qu'il a fallu en réalité qu'on casse le monopole de l'EDH en disant que d'autres acteurs aussi peuvent intervenir au niveau et sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire au niveau de la production, du transport et de la distribution, commercialisation. Et quels sont les points clés qu'on rencontre dans ce nouveau cadre légal publié en 2016? La fourniture d'électricité pour répondre aux besoins des consommateurs, donc qui est un point classique qu'on rencontre dans tous les cadres juridiques et réglementaires. Promotion de la concurrence et la participation du secteur privé. Donc on voit que ce décret fait de la participation du secteur privé un point fondamental et l'apport d'investissement privé dans le développement du secteur de l'électricité. Et ce sont des points importants parce qu'à chaque fois qu'on les mentionne en Haïti, certains croient qu'il y a des gens qui disent qu'il faut tout faire avec le secteur public et il est de la responsabilité du secteur public de pouvoir mobiliser tous les financements qu'il faut pour électrifier le pays. On voit que le décret va à l'encontre de ça. Le décret dit clairement qu'il faut promouvoir la concurrence et il faut un apport d'investissement privé dans le développement du secteur. Et c'est ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on voit dans tous les pays comme étant de meilleures pratiques. Quelle est la mission de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie? Bon, c'est une mission classique. Réguler les activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie sur toute l'étendue du territoire. Évidemment, il y a d'autres missions et qui touchent d'autres aspects d'énergie, mais je voulais mentionner celle qui nous intéresse aujourd'hui dans la présentation qu'on fait pour le secteur de l'électricité. Veiller aussi à l'équilibre économico-financier du secteur. Donc, on voit que notre mission au niveau de la NANCE, c'est de veiller à l'équilibre économico-financier du secteur. En ce sens, il y a une vision qui a été dégagée pour le secteur de l'énergie en Haïti. On voudrait transformer le système de production d'électricité à base de combustibles fossiles, peu fiables et coûteux, en un système énergétique moderne et durable qui s'appuie sur diverses formes d'énergie, principalement les énergies renouvelables domestiques, afin d'améliorer la qualité des services d'électricité dans tout le pays. Donc, on voit que la formation faite aujourd'hui par l'école d'autonomie d'été est en ligne avec, s'aligne en fait avec l'objectif, avec la vision du gouvernement de pouvoir intégrer les sources d'énergie renouvelables, que ce soit les sources d'énergie renouvelables non intermittentes et intermittentes dans le réseau, afin d'améliorer l'accès
à l'électricité. En ce sens, une stratégie a été mise en place. Cette stratégie a 3 composantes. Vu la taille du réseau métropolitain, on en fait un axe séparé, renforcer le réseau métropolitain, moderniser les réseaux régionaux et les solutions, et troisième point, les solutions hors réseau. Troisième axe, les solutions hors réseau. Pour le premier axe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je mentionnerai que cet axe concerne la construction d'infrastructures de production thermique, pour s'assurer de la puissance de base thermique et s'orienter beaucoup plus vers le gaz naturel. Évidemment, on fera des études pour regarder les technologies qui permettent d'avoir un meilleur coût de production. Et le solaire PV aussi, là on ne l'a pas mis, mais aussi le stockage, construction d'infrastructures de transport et de distribution. En ce sens, construction de 4 nouvelles sous-stations en cours et 62 km de libre. Quand je dis en cours, évidemment, ces travaux ont été interrompus dans le département de l'Ouest à cause de la violence des gangs et l'instabilité politique. Et la commercialisation va se faire avec des compteurs et prépayés. Pour la modernisation des réseaux régionaux, qu'est-ce qui a été prévu? Là où c'est possible, on va faire des extensions, on va modifier le mix énergétique, on va avoir un bouquet énergétique surtout qui est orienté vers le thermique avec le gaz, pas le diesel, l'intégration des énergies renouvelables, un déploiement agressif au départ avec le solaire photovoltaïque, mais on est conscient que l'hydro, l'éolien, la biomasse auraient évidemment leur place. Et un point qui est commun avec le réseau métropolitain, c'est la mise en place des infrastructures de comptage intelligent. Pour les solutions hors réseau, on regarde des solutions de mesh grid et des systèmes solaires individuels et la mise en place aussi des mini-réseaux indépendants et fonctionnant comme base avec une approche multisource, solaire PV, stockage et à long terme, effectivement, si les sites se révèlent avoir un potentiel exploitable, l'éolien, la micro-hydro et la biomasse pourraient aussi intégrer le mix énergétique pour les réseaux, pour les mini-réseaux. En termes de potentiel en énergie renouvelable, l'étude de SREP donne quelques indications en termes de capacité en mégawatts. On voit pour la biomasse et la valorisation d'énergie, valorisation de déchets, on serait autour de 200 mégawatts. L'énergie éolienne, je pense que ça doit être sur terre. Donc, on est autour de 100. Pour le solar PV on et off-grid et hors réseau, on est autour de 300. Et pour les hydros, on sera autour de 250. Et en bleu, les capacités sont déjà installées. Évidemment, pour une date de plusieurs années. Et pour le solar PV, hors réseau et sur réseau, je pense que l'intégration maintenant est beaucoup plus importante. La part en bleu va grossir un peu pour représenter la part du solaire qui est installé maintenant et que ce soit pour le système hors réseau en général. Et ce qu'il faudra noter, bien sûr, c'est un graphe à réviser, mais il faudra noter que le pays dispose des ressources locales, des ressources d'énergie renouvelable locales qui doivent être prises en compte dans le cadre de la stratégie d'électrification nationale. Pour le potentiel solaire, bon, je n'ai rien à dire. Tout le monde sait qu'on a un potentiel solaire extraordinaire. Pour le potentiel éolien, une étude de ESMAP a montré qu'on aurait un potentiel éolien beaucoup plus sur mer. Donc, ce potentiel je parle de potentiel. Ce potentiel a été évalué à 4 gigawatts. Donc, on voit que c'est un potentiel énorme. Donc, toute réflexion stratégique, toute réflexion pour électrifier le pays doit tenir compte de ce potentiel. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, donc on voit ce qu'on fait là est aligné avec ce qu'on a comme données, parce que l'énergie éolienne étant une énergie variable, donc il va falloir que des études soient faites pour avoir une meilleure compréhension de leur intégration sur le réseau national. Pour le potentiel hydro aussi, j'utilise la source Francis Michel qui a fait des études extrêmement
approfondi des études en profondeur, mais avec études géospatiales, mais qui montrent clairement qu'il y a des potentiels un peu partout à travers le pays. Donc, j'ai présenté ce diapo, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a une réflexion à faire pour voir comment ces sous-énergies renouvelables non variables, et dans la plupart des cas pour l'hydro, sauf en saison où l'on peut avoir une variation, ou en saison non pluvieuse, où on peut avoir une certaine variation, mais elle n'est pas aussi agressive que celle qu'on a au cours de la journée, et si je comprends ça par rapport à l'éolien. Et quand je dis la journée, en fait, au cours de la journée, que ce soit le soir pour le soleil qui n'est pas, la lumière du soleil qui n'est pas là, que ce soit pour le vent qui n'a pas une vitesse tout le temps constante et pendant toute la journée ou pendant toutes les différentes saisons. Donc, c'est un élément important à prendre en compte dans notre politique quand on va faire le déploiement au niveau national. Maintenant, par rapport à ça, on a travaillé pour avoir un réseau des réseaux régionaux et des micro-réseaux. Donc, on peut voir sur le graphe qu'on a le pays a été découpé en plusieurs régions. Donc, on peut voir ça. Donc, la région 1 qui est la plus grande région qui est en rouge, qui est une proposition qui est faite. Donc, on l'appelle région ouest 1, Centre-Tibonite Nord et le Nord-Est. Donc, on pense qu'on peut arriver à interconnecter 65 communes. Vous pourrez voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez voir un peu partout. Vous avez des centrales solaires qui sont prévues pour être intégrées, des capacités de production avec des réseaux de transport et aussi des réseaux de distribution. Donc, mais on voit que dans le plan, il est prévu d'installer des centrales, par exemple, partout à Gonaïves, Cabaret, à Carrefour, où on a déjà, où 60 MW sont déjà installés, Tomazo, Péligre, la Tibonite 4C, et dans la région du Nord aussi, et Caracol, 12 MW, région du Nord, 30 MW. Donc, vous avez une répartition qui est faite en termes de plusieurs centrales sur cette boucle-là, qui regroupe 65 communes. Et la région 2, qu'on appelle Ouest 2, NIP et Sud, on voit cette région-là qui est en bleu. Donc, cette région comprend 20 communes. Donc, on voit, on va arriver jusqu'à... on va couvrir une partie de la région Sud. NIP et Ouest 2, avec de préférence la région des Palmes. Et on a une région 3 où l'on sera beaucoup plus dans le nord-ouest, en vert là, avec 5 communes, et la région 4 où vous êtes ici, le sud-est avec 3 communes, et on sera au niveau de la Grand'Anse avec 2 communes. Donc au total, vous allez avoir 95 communes qui seront alimentées soit sur des réseaux régionaux, dont le plus grand est la région 1 et qui couvre à peu près 65 communes. Donc les autres parties que vous voyez sur les schémas, les autres régions qui sont en gris, et ce sont des régions qui vont être alimentées via des mini-réseaux. Donc, on va avoir en fait ce qu'il y a lieu de retenir dans ce graphique. On va vers un embryon du réseau national avec plusieurs réseaux régionaux, avec plusieurs petits réseaux régionaux interconnectés entre une grande région, et on va avoir maintenant pour les autres villes, les autres communes qui sont extrêmement éloignées par rapport à ces régions-là, ou bien l'étude a montré qu'il n'est pas nécessairement viable de pouvoir les connecter aux réseaux régionaux, et ces communes-là seront alimentées en mini-réseau. Effectivement, dans le schéma, on n'a pas présenté le cas où pour les sections communales,
et qui seront alimentés via des systèmes solaires individuels ou des mèches. On a présenté uniquement les deux composantes, réseau régionaux et mini-réseaux. Et maintenant, ces éléments et contexte, les éléments de contexte sont implantés. Ce que je vais présenter là, ce sont des réflexions, ce sont des éléments de réflexion. Il y en a, certains points sont déjà implémentés et dans les projets que nous réalisons maintenant et en Haïti, d'autres ne le sont pas. Donc, je voulais préciser qu'il ne s'agit pas de décision au niveau du gouvernement, il s'agit d'une réflexion qui est en train d'être faite au niveau de l'autorité nationale de régulation pour regarder les mesures clés qui peuvent aider à booster, à encourager l'intégration des énergies renouvelables variables sur le réseau. Donc, le premier point qu'on regarde, c'est l'accès prioritaire aux énergies renouvelables, la mise en place de subventions et d'installations fiscales. 3, une tarification différenciée ou sociale. 4, cadre mini-réseau et mèche grid. 5, régulation et soutien au stockage d'énergie. 6, partenariat et financement. 7, simplification des procédures d'autorisation et d'approbation. 8, promotion des solutions décentralisées autonomes. Et le dernier point, c'est les programmes de formation et de développement des compétences locales, surtout au niveau des communes en milieu rural. Pour l'accès prioritaire aux énergies renouvelables sur le réseau, donc des points qui ont attiré notre attention. Donc on pense qu'il faut garantir que les énergies renouvelables intermittentes, variables, comme le solaire et l'éolien, ont un accès privilégié aux infrastructures de transmission et de distribution. Donc là, je parle de préférence pour le grand bloc, le grand bloc, on a vu ça, la grande région 1. Donc, il faut avoir une politique qui garantit en fait l'accès aux sources d'énergie renouvelables intermittentes. Évidemment, le coût sera aussi un paramètre important. Encourager l'adoption de technologies de stockage et de gestion flexible de la demande pour équilibrer les variations de production renouvelable et assurer la stabilité du réseau. Investir dans les infrastructures de transmission et de distribution et prévoir un financement public ou des partenariats publics-privés qui peuvent prendre différentes formes suivant notre cadre légal, des conventions de concession, des droits d'exploitation ou des licences pour un segment, production, distribution ou commercialisation, afin de moderniser ces infrastructures. Et nous savons tous en Haïti que vraiment nos infrastructures de distribution et de commercialisation et de transport sont extrêmement vétustes. Et je fais référence aux lignes 63. Je sais que la ligne 115 a été réhabilitée récemment, mais nos lignes, on a vraiment des lignes extrêmement anciennes, vétustes, et au niveau du sous-réseau de transport, 63 kV. Garantir un raccordement rapide et simplifié au réseau pour des projets d'énergie. Effectivement, cela passe par une réduction des délais administratifs pour obtenir les permis et les autorisations. Et là, au niveau de l'ANAC, je peux vous dire, c'est un point extrêmement important. Même le projet n'est même pas encore lancé. On voit que les délais administratifs peuvent décourager les opérateurs privés à s'investir dans le réseau, dans les projets énergétiques en Haïti. Donc, on doit mettre en place un cadre réglementaire et juridique qui permet d'adresser ces genres de préoccupations. Et mise en place de subventions locales, oui. Est-ce que peux-tu rentrer le reste de ta présentation dans 5 minutes, juste pour qu'on puisse avoir des questions au niveau de la salle et aussi pour que les autres panélistes puissent intervenir? Très bien. Mise en place de subventions et incitations fiscales, donc offrir des subventions directes pour aider à couvrir des coûts de construction et d'installation des infrastructures. Le point suivant, accorder les exonérations fiscales sur les importations de matériel renouvelable, les panneaux solaires, éoliennes, batteries, etc. Instaurer des tarifs de rachat garantis pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Accorder des subventions spéciales pour la recherche et le développement de technologies d'énergie renouvelable, en particulier pour le stockage d'énergie et les innovations adaptées aux conditions locales d'Haïti, par exemple, mini-réseau, mèche grid, etc. Tarification différenciée ou sociale, donc il faut instaurer
un système de tarification progressive où les premiers kilowattheures consommés par un ménage bénéficient de tarifs réduits. C'est ce qu'on fait dans le cas d'Haïti, mais il faut définir une politique, un cadre où c'est clairement dit pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse le faire dans tous les mini-réseaux, de tous les réseaux qu'on va construire. Mettre en place des subventions directes pour les ménages à faible revenu afin de réduire les factures d'électricité. Déployer les systèmes de facturation prépayés pour permettre aux ménages d'acheter de l'électricité en petite quantité. On voit, on est déjà sur les projets de mini-réseaux, on est déjà dans le modèle pay-as-you-go. Mettre en place des tarifs sociaux spéciaux pour les zones rurales et les régions isolées. Mettre en place un système de subvention croisée où les ménages ou entreprises à revenus plus élevés paient les tarifs énergétiques plus élevés pour subventionner les clients à faible revenu. Cadre pour le mini-réseau, donc là, je peux aller rapidement parce qu'on le fait déjà au niveau du gouvernement. Donc, simplifier et accélérer le processus d'obtention du droit d'exploitation pour les projets. Offrir des subventions publiques pour la construction des mini-réseaux. Donc, on le fait avec les bailleurs de fonds. Et le gouvernement aussi a mis des montants pour construire les réseaux de distribution. Promouvoir les partenariats publics-privés qui peuvent prendre la tout à l'heure. Concession, droit d'exploitation, licence, le financement, la construction et la gestion des mini-réseaux avec des installations pour les entreprises privées. Fournir une assistance technique aux communautés locales, des communautés qui vivent en région et aux développeurs de mini-réseaux pour les aider à concevoir, installer et entretenir ces systèmes. Intégrer les mini-réseaux et les mèches grids et des stratégies nationales d'électrification avec un soutien institutionnel et financier pour leur développement. Régulation et soutien au stockage d'énergie, donc ça c'est classique. Les systèmes de stockage devraient être reconnus comme une infrastructure critique dans les plans de développement du réseau et bénéficier de statut réglementaire. Créer un modèle de tarification, mettre en place des subventions publiques pour réduire les coûts d'installation, soutenir les initiatives de développement de les technologies de stockage d'énergie, créer des marchés pour les services de flexibilité. Et partenariat et financement, encourager les partenariats publics-privés pour financer, construire et gérer les infrastructures d'énergie renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydro, la biomasse et le stockage. Utiliser les mécanismes de financement climatique qui existent maintenant, tels que les fonds verts pour le climat ou les bons verts pour financer les projets énergétiques renouvelables et de stockage. Offrir des incitations fiscales et des prêts à taux réduits pour les entreprises privées, investissant dans des infrastructures de stockage, de production. Mettre en place des mécanismes de partage des risques où le gouvernement offre des garanties de prêt. Je sais que le mot garantie, les garanties du gouvernement, ce sont des sujets qui font fâcher en Haïti, mais il faut réfléchir quand même à des offres de garantie, des assurances pour réduire les risques financiers si on veut vraiment des énergies renouvelables à travers le pays. Encourager les plateformes de financement et financement participatif, je m'excuse, les plateformes de financement participatif, de crowdfunding, où les citoyens peuvent directement aussi investir dans des projets locaux. Et pour terminer, simplification des procédures d'autorisation et d'approbation. Donc, je sais que ça va être difficile, mais je pense qu'il y a lieu de réfléchir sur la mise en place d'un guichet unique pour traiter toutes les demandes d'autorisation, que ce soit pour la CNMP, pour l'ANAC, pour la Commission nationale de marché public, pour qu'on puisse avancer rapidement avec les projets énergétiques. On peut même arriver à développer des plateformes en ligne pour suivre l'évolution des demandes d'autorisation, réviser et simplifier les exigences réglementaires. Donc, pour les petits projets, ça ne vaut pas la peine de passer plus de 5 ans, plus de 4 ans, juste pour qu'on puisse avoir toutes les autorisations pour un petit projet de 200-300 kW. Simplifier les exigences en matière d'études d'impact environnemental. L'étude est importante, mais pour les petits projets, on doit avoir une façon d'aller plus vite. Et la promotion des solutions décentralisées et autonomes. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fournit des subventions publiques et des allègements fiscaux pour encourager les ménages à installer des systèmes solaires. Et bon, là, on le fait plus au niveau pour les compagnies. Mettre en place des programmes de microcrédit ou des systèmes de paiement échelonnés pour permettre aux ménages et aux petites entreprises de financer l'achat et l'installation de solutions décentralisées. Encourager le développement de modèles de paiement à l'usage, de pays, comme on le dit souvent, qui permettent aux utilisateurs de payer uniquement pour l'électricité qu'ils consomment. Permettre aux micro-réseaux de se connecter facilement au réseau national et mettre en place des programmes de formation technique. Maintenant, pour le développement de la formation au niveau
développement des compétences locales, bon, c'est classique, donc il faut on le fait déjà au niveau de l'école, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en place des centres de formation technique spécialisés, il faut encourager les partenariats publics-privés, il faut des programmes de formation et continue, il faut aussi des programmes de formation en gestion de projets et un programme de bourse d'études pour permettre aux jeunes des villes de province d'accéder à des formations techniques, à des formations dans les domaines techniques des énergies renouvelables et des projets énergétiques en général. Désolé, et c'est toujours difficile de demander à Evenson de parler pendant 10 minutes. Donc, merci, merci beaucoup. Donc, ma petite et question, nous, merci un peu. Donc, merci beaucoup à nos trois panélistes pour ces brillantes interventions. Donc, si j'essaie de résumer, on a regardé un petit peu le portrait général de la situation énergétique. On a commencé avec les défis qu'on peut avoir en recherche et développement pour connecter plusieurs mini-réseaux à un réseau principal. On a vu avec Dr. Knuckles l'accès à l'énergie des petites communautés, pourquoi c'est important. Puis on a terminé sur une longue période avec Dr. Calixte sur le rôle que le régulateur devrait jouer dans ce portrait général. Ma première question irait à Dr. Knuckles. Une question qui m'a toujours fasciné, c'est quand on regarde les pays du Nord, généralement, ce sont les ressources financières, technologiques pour investir dans les énergies renouvelables, on les trouve. À l'opposé, dans les pays du Sud, ce que l'on a, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas ces financements-là, mais on a la ressource première. Comment voyez-vous, selon votre vision, comment peut-on faire un pont entre ces ressources technologiques qui se retrouvent au niveau des pays riches, développés, et la matière première qui se retrouve, quand je parle de matière première, je parle du vent, je parle du soleil, qui se retrouve dans le pays du Sud. Comment voyez-vous qu'un pont peut se faire entre ces deux communautés-là? Oui, merci Hussein, et aussi merci à tous les autres participants pour les questions éventuelles. Une chose très intéressante, c'est que on a eu la même impression il y a jusqu'à récemment, on a eu la même impression que ces technologies existaient dans les pays riches, mais ces technologies étaient assez rares dans les pays pauvres. Ce qu'on a vu avec cette étude que nous avons finalisée, ou cette petite recherche qu'on a finalisée sur le secteur de le ERD en Afrique, c'est que en réalité, ces technologies sont très diffuses dans le continent de l'Afrique, parce que notre étude était en Afrique. Et vraiment, par exemple, si on prend un kit solaire, le secteur des entreprises qui fournissent ces kits solaires, c'est beaucoup diffusé dans le marché en Afrique. On a des kits solaires de bonne qualité, on a des kits solaires de mauvaise qualité. Donc, c'est une technologie très connue dans le continent. Pour nous, le défi principal pour accroître l'accès à l'énergie, c'est le gap, si on veut dire, la différence entre le prix pour un produit ou un service de bonne qualité, le prix, et la capacité de payer des bénéficiaires et des consommateurs finaux. Et là, on est en train actuellement de mettre en place des programmes à large échelle pour mettre à la disponibilité des entreprises la dette concessionnelle et l'accès aux capitaux propres qui sont patients, qui ne veulent pas avoir des retours demain, et aussi les subventions basées sur les résultats pour abaisser vraiment le prix du produit
pour que beaucoup de personnes puissent avoir accès aux mêmes produits qui sont déjà vendus dans les supermarchés ici en Nairobi. Quand je vois, hier, je suis allé au Carrefour, le supermarché ici à Nairobi, à côté des bananes, c'est vrai, hein, à côté des bananes, il y avait un display de Sun King, des kits solaires qui sont vendus là dans le supermarché. Le but, c'est comment on peut avoir le même accès dans les milieux, dans les zones plus rurales. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais on a eu vraiment la même impression, mais l'actualité, ce qui se passe vraiment, c'est que ces technologies sont déjà diffuses dans le marché. OK. Donc oui, ça répond en partie à ma question. Ça va me permettre de relancer avec, je vois que Dr de Montigny, sa caméra est éteinte. Donc je vais relancer avec vous, Dr Calixte. Par rapport, Dr Knuckles vient de mentionner que ces technologies-là existent, elles sont connues, elles sont diffuses. Quand j'ai vu votre stratégie tantôt en 3 composantes, c'était 1, de renforcer le réseau métropolitain, 2, moderniser les réseaux régionaux, et 3, avoir des solutions hors réseau. Dans votre vision, avez-vous aussi une perspective sur avoir un réseau national qui va recevoir toutes ces technologies diffuses dont parlait Dr Knuckles, de recevoir tous ces mini-réseaux-là, ou c'est plutôt dans le sens inverse, vous voyez vraiment un développement uniquement avec des mini-réseaux qui peuvent desservir la clientèle proche? Et merci, professeur Hussein, pour la question. Et donc, je pense qu'au cours de la présentation, et j'avais précisé avec ces stratégies au réseau, l'on va déployer les mini-réseaux, mais on a vu que les mini-réseaux seront installés pour le moment dans à peu près, si je ne m'abuse pas, 52 communes. Donc, ce qui laisse croire que les autres communes seront connectées sur des réseaux régionaux. Donc, la vision qu'on a, c'est que quand on regarde les paramètres financiers, les paramètres économiques, nous pensons qu'il est beaucoup plus rentable pour le moment, et quand je parle de rentabilité financière, de diviser le pays en 5 grands blocs, avec un grand bloc qui était en rouge, qui va couvrir plus d'une 60aine de communes, et on pense que ce grand bloc-là pourrait avoir un réseau interconnecté. Et maintenant, pour les mini-réseaux et qui seront au nombre d'une 50aine, je pense que c'est 52, donc on prévoit au fur et à mesure que la demande va augmenter, ces mini-réseaux vont peut-être arriver à un moment où ils seront extrêmement proches du réseau national en termes d'extension. Et dans la convention de concession qu'on a signée, on a prévu des mécanismes qui permettent au réseau national d'absorber ce mini-réseau. C'est une question excellente et parce que j'ai vu des gens qui disent que nous sommes en train de proposer qu'on ait 146 micro-réseaux. Donc, on voit que ce n'est pas la réalité. Vous allez avoir des centrales qui vont être interconnectées pour alimenter des régions, mais on va avoir aussi des zones qui sont extrêmement reculées du réseau national et où ça ne fait aucun sens de les connecter sur le réseau national. Et je dois vous dire qu'une étude de ESMAP sur les options d'électrification rurale, c'est une étude, l'étude est claire, l'étude a montré clairement qu'en termes de viabilité financière, et si si on veut on veut avoir un réseau beaucoup plus grand, il faut qu'on augmente la fiabilité de l'EDH, de l'opérateur historique, de 75%. Et moi, je suis réaliste, Hussein, je ne vais pas, ne me demande pas pendant combien de temps on va pouvoir améliorer la performance de l'opérateur à 75%. Même avec 75%, et on avait démontré qu'il fait encore du sens au niveau financier pour des raisons de rentabilité financière, pour des raisons de rentabilité, de viabilité. Donc, il faut nécessairement qu'on aille vers des solutions au réseau. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour résumer, oui, on aura des mini-réseaux. Quand le système va développer, le réseau national peut absorber ces mini-réseaux, mais on aura peut-être dans les 15 prochaines années des mini-réseaux aussi qui vont fonctionner de façon indépendante. OK, c'est bon. Ben, merci, Dr Calixte. Docteur de Montigny, je ne sais pas si vous voulez ajouter une précision. Votre contexte est plus haut niveau.
dans le sens que dans le contexte de recherche, on regarde vraiment l'intégration de ces ressources-là. Quels seront les effets sur des réseaux régionaux ou des réseaux principaux interconnectés. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un point sur ce qui a été dit. Oui, mais en fait, mais ajouter, peut-être, je sais pas, j'ai peut-être une petite question concernant la présentation. Je me demandais de quelle façon vous procédez pour établir le mix énergétique prévu vraiment dans le futur. Là. Vous avez présenté là, les différentes régions. J'imagine que c'est une vision style 10, 20 ans ou ça va dans le futur, mais c'est est-ce que vous regardez en fonction de statut économique seulement? Est-ce que c'est technico-économique? Est-ce qu'on va chercher une caractéristique de comportement du réseau qui est désiré? Ou est-ce qu'on y va vraiment avec la volonté de maximiser vraiment le plus possible une meilleure alimentation là, du pays? Quels sont les critères prioritaires pour le mix énergétique? Donc, Dr. Calix, je vais vous laisser répondre à cette question. Oui, et Martin. Et effectivement, ce que je présente là, c'est de préférence la vision, une vision qu'on a pour découper en plusieurs régions, et des études vont venir confirmer ou bien faire des arrangements différents par rapport à ce qui est proposé. Et pour le moment, il y a une firme internationale qui est retenue pour accompagner le gouvernement dans l'élaboration d'un plan national de développement pour le secteur sur les 10 années. Mais quels que soient les résultats, on sait que de toute façon, l'étude va avoir des résultats, mais on pense qu'on peut avoir des arrangements au niveau des régions, par exemple, et on peut, comme vision qu'on a d'interconnecter les communes, une étude peut confirmer peut-être, ce n'est pas normal maintenant de faire une grande région qui est la région 1. La région 1 pourrait être scindée en deux, par exemple, arriver du côté du centre et avoir effectivement deux régions de d'avoir une seule. Mais ce qui est clair, c'est que nous pensons, il y a des études qui l'ont confirmé, qu'il n'est pas possible pour le moment, et pour des raisons de coût et des raisons financières, d'avoir un grand réseau national interconnecté avec les différents départements. La vision qui est dégagée ici, c'est de connecter certains départements si c'est possible, et avec l'évolution de 15 ans, 20 ans, de 15 ans peut-être, la situation va changer, et le réseau régional peut devenir, le réseau départemental peut devenir le réseau régional, et l'interconnexion des différents réseaux et va donner lieu au réseau national. Donc il y a un découpage un peu arbitraire qui est fait, mais comme je vous ai dit, Martin, les études viendront et confirmer ou infirmer l'hypothèse qui est faite au départ. Et là maintenant, on a des études, on travaille sur le plan national, sur le plan de développement du secteur, et là on a le support de NREL, National Renewable Energy Lab de Colorado, qui viendrait confirmer, qui viendrait regarder tout ce qu'on dit là en termes de sources d'énergie renouvelable, comment ces sources vont se comporter quand ils sont sur un réseau interconnecté, et toutes les études de stabilité du réseau seront faites. Donc, pour répondre à la question directement, et non, on n'a pas encore des études détaillées pour les zones qui sont interconnectées, c'est plutôt une vision qui est donnée en termes de découpage géographique, et les études viendront confirmer l'hypothèse qui a été faite au départ. OK. Bon, je peux te poser une deuxième question? Oui, vas-y. Tu vois. Vous avez mentionné du comptage intelligent, donc dans la modernisation des réseaux régionaux. Je me demandais, parce que j'ai vu par le passé là, des projets de remplacement de compteurs classiques par des compteurs intelligents. Quel genre de fonctionnalité est-ce qu'on s'attend à demander au niveau de ces compteurs-là? Est-ce que c'est juste pour compter l'énergie?
ou est-ce qu'on prévoit profiter de l'opportunité pour prévoir des fonctionnalités de contrôle un peu plus avancées qui permettraient, par exemple, de communiquer ou de connecter, déconnecter à distance, ou peut-être même permettre de servir de passerelle vers des appareils intelligents qui seraient dans les habitations pour prioriser finalement. Si on priorise certains appareils, peut-être qu'on peut déployer plus de gens pour un même réseau. Donc est-ce qu'il y a ce genre est-ce que ce genre de fonctionnalité-là est quelque chose qui est prévu? Et comme je vous ai, merci Martin, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Pour les réseaux et les réseaux régionaux, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Et par exemple, pour le réseau métropolitain et sur Port-au-Prince, on a eu un projet pilote où l'on a lancé l'installation de 70 000 compteurs prépayés, mais c'est vraiment la fonction prépaiement qui était là. Donc, il y avait, évidemment, on pouvait les déconnecter à distance. Avant, il y avait des compteurs télé-relève, mais avec les compteurs prépayés, on s'intéressait beaucoup plus à l'aspect prépayé, mais on a vu effectivement que cela donnait des problèmes au niveau de l'EDH. Les gens se demandaient comment on pouvait prépayer pour une électricité qu'on n'a pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ces compteurs prépayés ont été installés de préférence dans les zones où le nombre d'heures d'alimentation était beaucoup plus important. Mais la vision qui est dégagée ici, c'est de faire ce que vous avez dit et s'assurer que pour le nouveau réseau national qu'on va avoir et permettre à la possibilité d'avoir des compteurs prépayés qui pourront interconnecter via des capteurs avec les centres de production et permettre aux générateurs, aux opérateurs de réseau et d'avoir une visibilité sur la consommation en temps réel, avoir des informations pour qu'on puisse mieux gérer la production. Mais on n'est pas encore là. Il n'y a pas, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas encore de connexion entre la production et la consommation. Nous sommes beaucoup plus intéressés pour le moment et je parle pour le réseau de l'EDH à avoir des compteurs prépayés pour pouvoir s'assurer de collecte de revenus qui est un point fondamental en Haïti. Mais pour les mini-réseaux, je sais que par exemple au niveau de Sigora, et quand ils installaient des compteurs prépayés, ils avaient des possibilités d'avoir des formations en temps réel et les informations remontaient et même jusqu'au niveau de la génération. Et je sais que dans certains, je ne sais pas si c'est les Anglais, mais je me rappelle, il y avait un projet où il était question aussi de mettre des outils de communication sur les transformateurs et à ce moment-là, on pourrait regarder la consommation des transformateurs et quand on fait des mesures en amont et en aval, on pouvait attribuer la différence aux pertes qu'on avait sur le réseau. Je n'ai pas parlé, j'ai mis l'accent sur les infrastructures, les compteurs prépayés, mais c'est de préférence une infrastructure de comptage avancé qui va tenir compte de plusieurs paramètres et en termes d'infrastructure à mettre en place pour pouvoir mieux coordonner la demande et la consommation. Merci beaucoup, Dr. Calixte. Avant de passer à la salle, j'aurais une question en deux volets pour vous, Dr. Knuckles. Y a-t-il un mix énergétique qui est souhaité pour les projets financés par la Banque mondiale, d'une part, et d'autre part, existe-t-il des programmes dont Haïti peut bénéficier actuellement au niveau de la Banque mondiale? On parle évidemment de mix énergétique. Oui, merci. Alors, nous sommes guidés par les études géospatiales et coûts moindres pour les technologies. Il y a dans beaucoup de pays où nous travaillons avec le gouvernement et les autres partenaires pour préparer une stratégie d'électrification qui est basée vraiment sur l'analyse géospatiale, d'où se trouvent les centres de population des villes rurales, etc. Pour identifier le mix énergétique meilleur à moindre coût pour le pays. Donc, il n'y a pas un mix prédéfini. On est vraiment guidé par ces études
basé sur l'analyse géospatiale et les options à moindre coût. Actuellement en Haïti, je crois que ça existe un ou deux projets de la Banque mondiale pour aider à accélérer en énergie. Je sais parce que jusqu'à l'année dernière, j'ai travaillé étroitement avec Dr. Calixte et autres pour le projet SWEP et un autre projet qu'on a avec le comment ça s'appelle, Dr. Calixte, le fonds le fonds industriel pour les systèmes solaires. Vous parlez de OGF? Je ne vous entends plus, James. Et autres peuvent répondre aux questions. Ok, je n'ai pas entendu tes 2-3 dernières phrases de mon côté. Je ne sais pas si ça a été le cas pour Evanson et Martin. Oui, de mon côté, c'est la même chose. Le problème venait de James. James peut reprendre les 3 dernières phrases. Ok. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ok, super. Non, je disais que jusqu'à un an, j'ai travaillé étroitement avec Dr. Calixte dans le cadre des projets de la Banque mondiale en Haïti. Malheureusement, je n'ai plus d'informations actuelles sur ces projets parce que je me suis déplacé ici à Nairobi pour suivre les projets dans les régions en Afrique. Mais je suis sûr que Dr. Calixte peut répondre aux questions pour les détails des projets de la Banque mondiale actuels en Haïti. Ok, merci beaucoup pour l'élément de réponse. On va passer à la salle. Y a-t-il des questions dans la salle à Port-au-Prince? Merci, docteur Suprême. Effectivement, on a une question. En fait, on a environ 3 à 4 questions. Allez-y. C'est important que la personne s'identifie avant de poser la question, nom, prénom et institution d'enseignement ou employeur. Et salutations spéciales à chacun de vous. Moi, je suis Jerry Léonard, étudiant en finissant génie électromécanique à l'université GOC. En fait, ma question est directement pour Dr. Calixte. En fait, j'ai remarqué que dans sa présentation, il n'a pas mentionné un défi majeur relatif à la réalisation des projets de la NOS, encore de la NOC. Ce défi, je peux dire que ça a un lien intrinsèque avec la question de bidonvillisation de la région métropolitaine. Donc, je pense que dans la région métropolitaine, la question de bidonvillisation a toujours été un problème majeur pour la réalisation, surtout avec des projets liés avec l'électricité en Haïti. Donc j'aimerais savoir, est-ce que ce défi-là n'a pas été analysé, encore visé par les autorités de la NOC? Si oui, quelle est la politique dont dispose la NOC pour pallier aux différents défis que la bidonvillisation opposerait probablement à la réalisation des projets de la NOC? Merci. Merci. Merci pour la question. Et la première chose que je voudrais que tout le monde comprenne, et là j'ai donné une vision générale, et l'ANAC n'est pas dans l'opération, ça c'est la première, juste un point que je voulais mentionner, mais pour répondre à ta question,
le problème d'organisation de la ville, c'est un problème urbaniste grave, et on l'a vu, le problème de schéma d'aménagement et du territoire est un problème fondamental, donc qui touche les différents secteurs. Donc il n'est pas de la responsabilité de la NAC d'organiser la ville, mais je suis conscient, c'est un problème sur lequel les acteurs du système doivent pouvoir réfléchir. Maintenant, en termes de déploiement et des projets énergétiques, et nous savons, je ne peux pas vous mentir pour vous dire que l'ANAC va proposer qu'on ait un schéma d'aménagement du territoire différent qui permet le déploiement des projets énergétiques. Ce que je peux vous dire, et ce que j'ai constaté dans d'autres projets, c'est que ces défis sont importants, ce sont des défis énormes, et ils ont essayé de contourner ces défis parce qu'en fait, le défi majeur qu'on a, non seulement c'est difficile de faire le déploiement des réseaux de distribution à cause des routes et des bidonvilles, comme vous l'avez dit, mais la collecte, le vol d'électricité, c'est un paramètre important au niveau des villes, au niveau de ces villes où vous avez beaucoup de personnes. Donc, une stratégie qui a été adoptée dans le passé et qu'on pourrait faire différemment, et ce serait d'installer des compteurs de tête, des compteurs au primaire, des transferts, et en termes de schéma d'organisation communautaire, la communauté pourra faire des collectes pour s'assurer que les DH puissent, en fait, ou bien l'opérateur qui est en question puisse récupérer ses revenus. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la solution idéale, parce que dans le passé, on l'a testé en Haïti, mais on sait que moi, j'habitais à une époque à Fontamara, où lorsqu'on avait ce modèle est vite récupéré par les gangs. C'était les gangs qui faisaient maintenant des recettes pour l'opérateur public. Et vous savez, les gangs n'ont pas versé tout le temps et ce qu'ils ont est collecté de la part des clients. C'est un défi majeur, mais je pense qu'avec la technologie, on trouvera un moyen pour, je ne dis pas pour parler, non, pour amoindrir la situation. Mais je suis d'accord avec toi d'un côté que c'est des défis majeurs. Mais vous êtes haïtien comme moi, il ne faut pas mettre en tête dans 5 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez tout de suite avoir un schéma d'aménagement du territoire où les bidonvilles ne seront plus là. Donc c'est une réalité, donc il y a des technologies adaptées qui permettraient automatiquement de pouvoir, pas résoudre le problème, mais de pouvoir, en fait, en réalité, l'adresser et dégager des pistes de solutions. D'accord, merci. Il y a encore d'autres questions? Bonjour, salut à tous. Je suis Jean-Mélis Méazier et ingénieur formé à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. J'ai 2 questions, l'une à M. James et l'autre à M. Calix. M. James, on constate que dans la plupart des grandes villes des pays du Sud, il y a une précarité énergétique aiguë. Qu'est-ce qui priorise le choix de la Banque mondiale d'électrifier les zones rurales au lieu de renforcer les infrastructures qui existent dans ces grandes métropoles et de favoriser l'accès à l'électricité dans ces grandes villes-là? Pour M. Calix, la question, qu'en est-il de la gestion des autres sources d'énergie, telles que les carburants et les énergies de cuisson propres? Parce que je vois que la NAC se concentre essentiellement sur l'électricité. Et puis, de quelle manière la NAC intervient-elle dans la régulation et la promotion de ces autres composantes énergétiques? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Peut-être je commence, puis je laisse la parole à vous, Dr. Calix, ça va? Oui, James, vous laissez la parole à moi pour ma question ou bien pour la question qui vous a été adressée? Peut-être j'ai mal compris. J'avais compris que
le monsieur a une question pour moi et aussi une question pour toi. Oui, oui, exact. J'ai une question pour M. James et à peu près 2 questions pour M. Calix. OK. Bon, merci pour la question. La réponse est assez simple. Dans tous les projets de l'accès en énergie de la Banque mondiale, on travaille sur le réseau national. Donc, par exemple, en Haïti, on a travaillé avec EDH. Dans les pays en Afrique, on travaille avec le réseau national et qui touche sûrement les zones urbaines. Et on travaille avec les technologies qui sont plutôt pour les zones hors les zones urbaines. Donc, les mini-réseaux, les systèmes solaires domestiques, etc. Mais il faut noter aussi que souvent, il y a un chevauchement entre les technologies qui s'adaptent pour les différentes zones. Par exemple, la cuisson propre est très utile non seulement pour les villages ruraux, mais aussi pour les maisons dans les zones urbaines. C'est la même chose pour les systèmes solaires. Dans les slums, ici à Nairobi, il y a beaucoup de kits solaires qui sont assez diffuses dans ces slums, même si, en principe, le réseau national du Kenya arrive à ces slums. Donc, souvent, on voit des chevauchements des technologies. La réponse simple est que tous les projets de la Banque mondiale qui ont pour but accélérer l'accès en énergie touchent non seulement les technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, DRE, mais aussi le réseau national. Merci. Oui, pour la deuxième, j'ai compris que tu parles de qu'est-ce qu'on fait pour les autres sources. C'était quoi encore la première question? La première question, qu'en est-il de la gestion des autres sources d'énergie, telles que les carburants et les énergies de cuisson propres? Et puis, de quelle manière la NARCE intervient-elle dans la régulation et la promotion de ces autres composantes énergétiques? Ah, ok, d'accord, c'était une question. Oui, bon, et ça, c'est un choix qui a été fait par l'ancienne administration, qui avait mis des ressources pour qu'on puisse être beaucoup plus sur l'électricité. Et vous savez, bon, c'est la réalité du pays. Historiquement, il y avait BNPAD qui assurait pour le ministère des Finances la gestion des produits pétroliers. Et je pense que, bien que la loi est claire, la loi dit que la NARCE est aussi l'autorité de régulation sur tout ce qui est l'énergie, incluant les produits pétroliers, mais c'est la réalité. Ce segment, les produits pétroliers, est géré par le ministère des Finances et l'autorité et le BMPAD, le Bureau de monétisation de l'aide au développement. Bon, voilà, c'est la réalité étant ce qu'elle est. Donc, ce qui fait que, comme la NARCE est pour le moment, la direction des produits pétroliers n'est pas encore mise en place au niveau de la NARCE, donc on ne traite pas les questions liées aux produits pétroliers. Par contre, je dois vous dire que on a une petite section, une petite unité où l'on collecte les données sur les produits pétroliers. Je pense que ces données sont postées sur notre site web dans 2 rapports annuels où le pays peut avoir une idée de ce qu'on fait, de ce qui est comme consommation, de ce qu'on fait comme commande chaque mois au niveau des produits pétroliers. Donc pour répondre franchement à ta question, ça a été une question, ça a été une décision du gouvernement pour demander à la NARCE de se focaliser beaucoup plus maintenant sur le secteur électrique et pour les produits pétroliers. Donc j'ai vu, comme j'ai constaté que maintenant, c'est beaucoup plus fait par le bureau, par BMPAD et le ministère des Finances. C'est ça, en fait, la question pour être franc avec toi. Ah, d'accord. Donc, la NARCE ne traite pas aussi des énergies de cuisson propre. Maintenant, et ce qui arrive aussi, comme je vous dis, historiquement,
cette question est traitée par le Bureau des mines et de l'énergie. Évidemment, quand vous regardez le mandat de la secteur là qui est assez large, effectivement, vous savez, vous l'aviez dit, et le secteur énergie en Haïti, donc on a 3 grandes composantes, l'électricité comme sous-secteur, les produits pétroliers et la biomasse, et toute la question de pour le moment, il va falloir qu'on fasse une réunion, enfin pas une réunion, une coordination stratégique au niveau du gouvernement pour redéfinir les tâches, mais de façon historique, bon, il faut bien comprendre, il y a l'opération, il y a la régulation. Moi, je suis beaucoup plus du côté de la régulation comme étant une autorité et de régulation. Mais pour répondre à ta question, franchement, c'est peut-être aussi une question de budget. Et vous savez que l'ANAC dépend du budget de la République, du Trésor public. Donc, je pense que maintenant, on a un budget qui est autour de 33 millions de gouttes pour budget de fonctionnement et budget pour des dépenses pour payer les employés, le salaire. Donc, ce budget ne nous permet pas, pour le moment, de pouvoir mettre en place les directions qui sont prévues au niveau de la loi. Vous avez raison, il y a une direction qui est prévue pour ce dont vous avez parlé, mais malheureusement, cette direction n'est pas encore mise en place au niveau de l'autorité nationale de régulation du secteur énergie pour des questions qui sont liées au budget de fonctionnement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Calixte. Je vais reprendre la main. Je vois qu'il nous reste environ une quinzaine de minutes. Donc, je vais juste m'assurer de poser certaines questions au niveau du Q&A. Juste avant, j'aimerais formuler une question pour Dr. de Montigny. Donc, on va parler vraiment de vision long terme. Si je regarde dans le contexte d'Hydro-Québec, d'ici 2035, on prévoit ajouter environ 8 000 à 9 000 mégawatts de puissance sur le réseau. Donc, c'est des investissements majeurs de 90 à 100 milliards de dollars. Comment, globalement, Hydro-Québec compte s'y prendre pour pouvoir répondre à ce besoin-là? Ma question va dans le sens pour démontrer que des projets énergétiques, de 1, ça coûte cher, et de 2, c'est du long terme. Donc, comment Hydro-Québec compte s'y prendre dans ce contexte-là? Oui, d'autant plus que post-pandémie, tout coûte beaucoup plus cher en plus. Donc, c'est sûr qu'il y a une vision on va avoir besoin de partenariat avec le privé. Et c'est sûr que faut aussi attirer des entreprises. Mais par contre, c'est pas magique. C'est-à-dire que là, il y a un objectif d'ajouter de l'éolien avec un taux qui est quand même assez élevé et qui dépasse un petit peu la capacité de faire les choses. Ben, c'est à côté. Là. Donc, il y a une capacité là par exemple, dans la province, au Québec, on peut faire un certain nombre de mégawatts d'éolien par année, parce qu'il y a une certaine quantité de personnes limitée qui est dans le domaine. Et c'est sûr que le privé peut nous aider, mais au final, ça se peut qu'on soit borné aussi par cette capacité-là. Donc, c'est une première chose. Mais ça donne quand même un bon coup de main. Ensuite, par contre aussi, je vais faire une autre parenthèse, c'est que si on travaille avec le privé, faut bien ficeler les contrats, parce que quand la situation va être de plus en plus complexe et avec les nouveaux mix énergétiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça va être très important d'avoir de la flexibilité au niveau des moyens de gestion, de l'exploitation du réseau. Plus que c'est stressé le réseau, plus qu'il y a moins qu'il y a d'énergie, plus qu'il y a des demandes qui ont changé, qui sont autrement maintenant. On va devoir utiliser une certaine flexibilité, par exemple, dans certains cas, peut-être couper ou diminuer de la production éolienne, donc de laisser aller une puissance qu'on aurait pu prendre, mais qu'on peut pas à cause de la capacité d'accueil dans une certaine situation particulière, dans une certaine partie du réseau, elle sera peut-être pas là. Et dans les contrats, on fait affaire avec le public, donc si on prend pas leur éolien, mais il faut les compenser. Donc, il faut penser à ça avant avec les études, essayer de prévoir le plus possible à quoi ça va ressembler le réseau du futur. Donc, je commence à devenir un peu trop technique, mais c'est pas simple. Mais ça peut certainement donner un coup de main, là, le privé, à ce niveau-là. Donc, si je résume en 3 points,
principaux. De un, il faut un cadre réglementaire. De Oui. deux, il faut vraiment des investissements privés publics pour y arriver. Et Tout à de fait. trois, comme ça a été aussi mentionné dans le chat, c'est aussi avoir la formation de personnel aussi pour pouvoir, Ah oui. et aussi beaucoup de formation de personnel. Donc, c'est bon. Ben, merci, ça répond bien à la question. Donc, je vais dans le Q&A. Cette question-là s'adresse à James. Surtout avec les micro-réseaux dans les communautés locales, il y a surtout ce problème d'autonomisation de systèmes en raison de problèmes de maintenance, de suivi, d'accessibilité. Qu'est-ce qui assure la pérennisation, le renouvellement, le système de contrôle de ces micro-réseaux? Oui, merci. Je viens de voir aussi ces questions. Bon, nous, actuellement, nous voyons dans le marché euh, des, des entreprises leaders dans le secteur des mini-réseaux, ici en Afrique, mais aussi ailleurs, qui utilisent des technologies de suivi à distance pour des équipements clés. Et comme ça, ils peuvent résoudre les problèmes par exemple, en envoyant une petite équipe de maintenance sur place pour résoudre une petite problème avant que ce petit problème devienne une grosse problème pour tout le système. Donc, d'abord, ces technologies de suivi à distance, pour l'équipement clé, ça existe déjà et c'est utilisé par les entreprises leaders dans le secteur. La deuxième chose, c'est que on voit les entreprises qui gèrent ces mini-réseaux, ils créent un budget pour les coûts, pour couvrir les coûts de opération et maintenance pour toute la vie de mini-réseau. Et ces coûts doivent être pris en compte dans le tarif du mini-réseau. Donc, ce n'est pas seulement les coûts journaliers de gérer le mini-réseau. On a aussi des coûts de remplacer des batteries, par exemple, de remplacer autres équipements après 7, 5, 10 ans. Et ces coûts doivent être inclus dans le tarif. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un des raisons pour laquelle nous, côté de la Banque mondiale, on travaille avec les gouvernements de subventionner les coûts des mini-réseaux pour avoir les tarifs abordables pour les ménages, mais aussi les tarifs qui peuvent couvrir les coûts, y compris les coûts de remplacement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce sont deux tendances que nous voyons dans le marché. Merci. Oui, je pense que oui. Professeur Calixte, cette question-là est pour toi, je pense. Est-il vraiment possible de mettre en place des mesures pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le pays où l'accès à l'électricité provenant des sources traditionnelles demeure notre plus grand défi? Bon, c'est une question qui revient. Mais ce qu'on dit, en fait, la personne qui a posé la question doit savoir. Évidemment, on a vu qu'il y a des défis pour intégrer les sources d'énergie intermittentes. On a vu qu'il y a des défis, il faut un cadre réglementaire adapté, qu'il y a des défis techniques, il y a des défis importants, mais un système électrique va fonctionner de la même façon qu'on remplace la production traditionnelle par une production, et par exemple avec l'énergie hydro ou bien avec l'énergie solaire, avec des stockages. Donc, le problème technique peut-être va être résolu. Maintenant, le plus grand défi qu'on a en Haïti, nous savons, ce n'est pas un défi technique, c'est plutôt un défi de gouvernance et un défi aussi de responsabilité. Ce que je veux dire par là, et vous voyez, il y a des Haïtiens qui disent souvent que je n'ai pas d'électricité, mais une fois que le DH donne 6 heures d'électricité, et puis, bon, ils sont connectés, ils ne payent pas.
Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas le fait de mettre des sources traditionnelles ou bien le fait de ne pas arriver à donner de l'électricité avec des sources traditionnelles, une fois qu'on change de source, qui va compliquer la situation. Donc, il faut qu'on s'assure de pouvoir faire ce que tout le monde fait et ce qu'on fait à travers le monde qui marche. Vous avez un système, il faut s'assurer de la viabilité financière et du projet ou bien du système en tant que tel, ou vous êtes plutôt beaucoup plus dans le principe utilisateur-payeur. Donc, l'opérateur vend un service qu'on appelle un service électrique, eh bien, les gens doivent être en capacité de pouvoir payer pour ce service qui est là. Ceci étant dit, effectivement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut avoir une politique de tarification différenciée pour aider les plus pauvres, en fait, des gens qui n'ont pas les mêmes moyens économiques que les autres. Mais l'idée, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir un système viable commercialement. Donc, évidemment, techniquement, d'autres sources, on l'a vu, c'est pourquoi on fait ce genre de formation, parce qu'on sait qu'il faut qu'on ait peut-être des gens qui sont mieux formés à l'usage de l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau, mais le problème demeure. Ce n'est pas la source qui va faire que si on fait un changement de source, et automatiquement, ça va tout chambarder. Et l'idée qui est faite ici, c'est parce qu'on veut répercuter les coûts pour l'usager. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on veut changer des sources traditionnelles parce qu'on veut changer, parce que ça va avoir un impact sur le coût de production aussi. Le fait de passer, on sait que maintenant, le fait de passer de diesel au gaz naturel, par exemple, et le coût de production n'est pas pareil. Donc, et ce coût sera répercuté à l'usager. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire à la personne. C'est bon, ben merci beaucoup, Dr. Cadix. Je lis en même temps les questions. Je vois qu'il y a certaines qui ont été répondues. Je vois d'autres qui sont très, très, très techniques. Je vais te la passer, Martin, pour satisfaire cette personne-là. Vous pensez que la technologie de Grid Forming Converters and Grid Following Converters est route la plus probable et fiable vers la carboneutralité? Je pense que, c'est mon avis peut-être scientifique avec ce que j'ai constaté, là. Je pense que c'est à un moment donné, c'est un avis qui est dans notre contexte d'Hydro-Québec, peut-être, là. Je pense que c'est un incontournable et que le forming, le grid following, peut-être aussi il y a l'évolution du grid following aussi qui peut quand même faire une bonne job. Donc, pour le bénéfice du public, excusez-moi Martin, pour le bénéfice du public, peux-tu juste expliquer très simplement c'est quoi le grid forming, le grid following? Le grid forming, en gros, c'est que si on a une source d'énergie qui est capable d'imposer sa tension, et de se comporter comme vraiment une centrale qui est par exemple capable de faire un black start. Donc c'est grid forming. Grid following, moi, ça va s'accrocher au réseau. Donc c'est des fonctions qui sont complémentaires. C'est un peu différent, mais le grid forming, c'est peut-être le plus c'est vu comme étant le plus autonome, si on veut, ou grid forming, donc ça veut dire c'est la vision que si tu peux en mettre comme que tu veux, ça va le réseau va rester solide. C'est un peu qualitativement, là. Donc c'est sûr que toutes les nouvelles sources renouvelables, ça passe par des convertisseurs. C'est incontournable. Et c'est aussi c'est pas mal des options qui sont compétitives de plus en plus économiquement. Donc, je pense qu'il faut passer par là. Ça a été établi, là, les options payantes, c'était dans notre contexte, de rééquiper des centrales conventionnelles, ça, c'est correct, c'est pas good forming. Mais après ça, l'éolien, il devenait quand même pas mal payant aussi, comparable. Donc, c'est pour ça qu'on mise beaucoup là-dessus. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que oui. Donc, je vois qu'il nous reste 4 minutes. Donc, ce que je veux faire, premièrement, remercier Dr. René Jean Jumeau, que je vois dans le webinaire chat, qui répond très, très bien à plusieurs des questions qui ont été posées. Donc, merci pour votre contribution dans cette session. Pour conclure, je vais demander à chacun d'entre vous de donner sa perspective en 1 minute. Pour m'assurer qu'on ne dépasse pas le temps, je vais commencer avec Evanson. Tu as 1 minute pour le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir présidé la séance et je dois
je dois dire, Hussein est le président de l'organisation de l'événement. Il ne le dit pas, mais tout ce qu'on fait là, et je voudrais saisir cette occasion pour le remercier et personnellement. En tout cas, et on voit qu'on a du pain sur la planche et on a vu que l'intégration des énergies renouvelables pose plusieurs défis. Et moi, je vais rester dans un défi majeur qui m'interpelle beaucoup en tant qu'haïtien, qui est la formation des ressources humaines pour le pays. Maintenant, même si au moment maintenant, on me dit au niveau de la NAS qu'on a tout ce qu'il faut comme moyen financier pour mettre en place, pour intégrer les énergies renouvelables dans nos projets énergétiques, je n'ai pas les ressources humaines en Haïti qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, la formation continue, la formation générale sera un élément majeur pour déployer les projets. Donc, je pense que pour les autres points, je l'ai déjà mentionné, je ne vais pas reprendre ce que j'avais dit, mais je voulais quand même mettre une phase sur formation, 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 formation. Merci. Merci, Dr. Calixte. Je vais enchaîner avec Dr. de Montigny pour ton mot de la fin. Oui, donc très très heureux d'avoir assisté à ce panel. C'est très informatif. Puis je suis content de voir là, parce que il y a vraiment toute la vision pour rendre disponible l'électricité le plus possible à tout le monde. Ça m'inspire. Bon, je suis content aussi de vos interventions là, en général. Là, c'est vraiment, j'ai apprécié l'événement. Merci beaucoup, Dr. de Montigny. Dr. Knuckles, pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Un très grand merci à tous les participants pour les questions et aux panélistes pour les interventions très, très importantes. De mon côté, j'ai beaucoup d'espoir pour Haïti. C'est vraiment un pays cher pour moi, very dear to my heart. Et je vois vraiment des opportunités pour soutenir une approche holistique dans les domaines technologiques pour le pays, donc y compris les réseaux régionaux, les technologies distribuées, les petites technologies. Donc une approche holistique, vraiment, je pense que ça peut vraiment aider Haïti à se développer. Et merci encore une fois. Merci beaucoup, James. Puis je tiens aussi à vous remercier, vous trois. Je rappelle que tous les intervenantes, modérateurs et modératrices sont des bénévoles sur cet événement-là. Donc, c'est vraiment apprécié. Votre contribution est très, très, très appréciée. Puis je vous dirai, on vous attend cet après-midi à 13h30 pour discuter d'un sujet très, très intéressant. Donc, c'est les interconnexions avec les réseaux voisins où on va voir quels sont les impacts pour la gestion du réseau. Et on va également vous présenter les études de cas. Donc, sur ce, merci encore une fois, puis on se revoit à 13h30. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.